Bonjour, ou plutôt rebonjour à tous pour cette troisième vidéo là, qui clôturera cette première semaine de métabolisme. Nous allons maintenant voir la question du métabolisme climatique. Nous nous étions quittés juste avant avec les notions d'échange thermique et nous allons voir que pour étudier le climat, comprendre ces phénomènes, nous allons utiliser beaucoup les phénomènes d'échange thermique que nous venons de voir. Alors, commencer par le métabolisme climatique, c'est commencer par le rayonnement solaire, qui est la plus grande source d'énergie dont nous disposions. Il faut imaginer que le Soleil est comme un réacteur à fusion nucléaire qui fonctionne depuis plus de 5 milliards d'années. Et sur le pourtour du Soleil, la température de surface est de l'ordre de 5500 degrés Celsius. Et donc le Soleil échange à distance avec la Terre. Cette surface à 5500 degrés nous chauffe et va venir impacter notre planète et la réchauffer. Alors ce qu'il faut bien comprendre sur le rayonnement solaire, c'est que seulement 46% de cette énergie est visible. De l'ordre de 54% est invisible, c'est-à-dire que nos yeux ne sont pas capables de percevoir ces ondes-là. Imaginons le rayonnement solaire comme une superposition de plusieurs ondes, beaucoup d'ondes sinusoïdales, enchevêtrées les unes dans les autres, une somme. Si on fait l'exercice de classer ces ondes, on peut les classer en fonction de leur période de battement, et on peut aussi les classer en fonction de leur intensité de battement. Si on réalise cet exercice, on voit que certaines de ces ondes sont comprises dans les battements que l'on est capable de percevoir avec ses yeux, c'est-à-dire le spectre visible, et certaines autres ondes sont comprises dans des plages que nous ne pouvons pas voir, soit dans ce qu'on appelle des longueurs d'onde relativement basses, comme l'ultraviolet, des ondes qui battent vraiment très fort, soit dans des longueurs d'onde plus élevées, que l'on appelle l'infrarouge parce qu'elles battent plutôt lentement. Lorsqu'on regarde cette figure ici, on vient classer toutes ces ondes en fonction de leur intensité, ici c'est le flux énergétique, et en fonction de leur longueur d'onde. En fait, la longueur d'onde, c'est l'inverse de cette période de battement. Et ainsi, on peut catégoriser l'énergie reçue par cette courbe ici en orange. Ce que l'on peut voir sur cette courbe, c'est que l'air qui est comprise dans le domaine visible ici est à peu près égal à la moitié à l'air qui est dans l'invisible ici, essentiellement dans l'infrarouge et un tout petit peu dans l'ultraviolet. Alors, lorsque le rayonnement solaire arrive en contact avec notre planète, une grande partie de ce rayonnement solaire va déjà être réfléchie par cette fine couche de gaz à effet de serre qui recouvre la planète, environ 60%. Sur les 40% restants, il va se passer différentes choses, une série de réactions. Une partie va bien sûr taper au niveau des océans. Cette partie-là va conduire à une partie d'échange par évaporation, par changement d'état. Une autre partie va taper sur les surfaces solides de notre planète. Une partie va être absorbée, une autre va être réfléchie. C'est par exemple le cas au niveau de la banquise qui est très blanche. Une grande partie de l'énergie solaire est réfléchie. Enfin, une partie va être absorbée par la biomasse terrestre, l'ensemble des végétaux, qui soient terrestres ou marins, pour à peu près 3,16% de cette énergie seulement. C'est vraiment très peu. Et dans cette partie qui est absorbée par cette biomasse terrestre, bien sûr, il y a une partie qui va rester stockée. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se décomposer, elle va rester stockée dans des endroits. Et donc ces réserves, évaluées à plus ou moins 0,02%, donc très très faible par rapport à l'ensemble de ce rayonnement incident, va se concentrer dans des poches, dans les fonds marins, et va faire ce que l'on appelle les combustibles fossiles. En fait, il faut imaginer que ces combustibles fossiles, ils sont
issu de cette biomasse qui a été stockée, qui s'est stockée dans des poches, et donc ça va produire du pétrole, du gaz au bout d'un certain temps, du gaz naturel, mais ça a mis plusieurs millions d'années à se forger. Donc aujourd'hui, on dispose de réserves de pétrole, de réserves gazéifères, mais il faut imaginer qu'on est en train de puiser là dans un capital qui a mis plusieurs millions d'années à se constituer. Aujourd'hui, on pioche dans cette réserve de manière très gourmande, hein. Chaque minute, chaque heure, c'est plusieurs milliers d'années, hein, qui sont représentées ainsi. Alors, l'énergie qui arrive sur Terre, elle est assez colossale. Sur les 63 500 kW par mètre carré qui sont émises par le Soleil, quand on se place à la surface de la Terre, on va recevoir environ 1000 watts par mètre carré. Voilà, on retrouve ici les différentes valeurs, grandeurs de puissance que l'on a pu voir dans les précédents cours. Et donc l'ensemble de ces réactions, il faut imaginer que c'est ça qui va constituer l'ensemble des énergies terrestres qu'on va pouvoir observer, que ce soit des énergies liées au cycle de l'eau, hein, le cycle des pluies par évaporation, hein, la formation des nuages, la nébulosité, que ce soit le vent qui en fait sont formés par des différences de température à la surface du globe qui vont engendrer des différences de pression et donc in fine du vent. Et enfin, les énergies de type biomasse qui, eux, sont formées par des réactions de photosynthèse, c'est-à-dire la production essentiellement de carbone à base de rayonnement solaire et d'eau et d'autres réactions. Alors, cette énergie très conséquente que l'on a vue avant, on peut faire l'exercice de la comparer à la consommation humaine. Et dans ces cas-là, on a l'impression qu'on peut être un peu sauvé parce qu'on voit que cette énergie solaire incidente, elle représente près de 10 000 fois la consommation humaine. C'est 0,5 zétajoules, hein, 10 puissance 21 joules. C'est la consommation mondiale, et l'énergie solaire reçue, c'est 3850 zétajoules. Donc voilà, ce facteur 10 000, on le voit apparaître à peu près ici. Vous voyez, c'est même un peu moins. On peut le regarder de façon graphique ici, le petit cube bleu c'est la consommation humaine et le grand cube ici blanc c'est l'énergie solaire reçue en joules par an. Toutefois, sur cette énergie solaire incidente, on ne peut peut-être pas tout valoriser. C'est intéressant de mettre aussi à la même échelle nos réserves fossiles, dont on vient de parler juste avant, pour voir que finalement, ces réserves fossiles, d'uranium, de gaz, de pétrole, de charbon, eh bien, elles sont petites par rapport à cette énergie solaire totale reçue, mais en même temps, elles sont un peu du même ordre de grandeur que la consommation annuelle humaine, quoi. Si on fait l'exercice intellectuel de mettre des petits cubes bleus là dans chacun de ces cubes de réserve, on estimera à peu près le nombre d'années qui nous reste à puiser dans ces réserves fossiles et qui se situent en fonction des estimations, hein, entre 50 ans plutôt pour l'uranium à 100-200 ans pour l'ensemble des ressources fossiles, mais qui ont le mauvais goût de générer des gaz à effet de serre, comme on le sait bien. Faisons l'exercice maintenant de regarder l'énergie solaire que l'on pourrait valoriser au maximum, c'est-à-dire en utilisant l'énergie solaire, photovoltaïque par exemple, l'énergie éolienne issue du vent, ou alors l'énergie aussi biomasse issue de la combustion de végétaux, de bois par exemple, d'algues, de toutes ces choses-là. Lorsque l'on fait cet exercice, on se rend compte que cette énergie véritablement exploitable, solaire, elle est finalement très comparable à la consommation humaine. On voit que le rectangle, enfin le cube blanc, là, c'est fortement réduit. Eh bien, cette part exploitable de l'énergie solaire, elle est de l'ordre juste de 3 fois de la consommation humaine. Mais c'est une ressource renouvelable, effectivement. 3 fois, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais quand on voit l'explosion des consommations énergétiques à la surface du globe, le fait qu'elles vont doubler à peu près tous les 20 ans, il n'y a pas de quoi être véritablement rassuré. Alors, le rayonnement solaire, il est aussi intéressant de le voir par rapport aux événements, aux trajectoires cosmologiques, et notamment la trajectoire qu'a la Terre autour du Soleil. Alors, tout le monde sait que la Terre tourne autour du Soleil avec une trajectoire ellipsoïdale. Ce que vous
peut-être vous rappeler un peu moins, c'est le fait que la Terre tourne sur son axe, sur elle-même, ça on le sait, mais avec un axe légèrement dévié. Et c'est cette légère déviation, hein, elle n'est pas perpendiculaire comme ça, qui va expliquer le phénomène des saisons, que l'on visualise ici à droite. Lorsque le Soleil vient de cette manière-là, on peut voir que dans l'hémisphère sud, la durée de la journée va être plus grande et plus petite dans l'hémisphère nord. C'est alors l'été pour l'hémisphère sud et l'hiver pour l'hémisphère nord. À une autre configuration de la rotation, on a à peu près la même durée du jour au nord qu'au sud. C'est le phénomène d'équinoxe. Et enfin, dans la position opposée à précédemment, nous allons avoir une durée du jour plus longue dans l'hémisphère nord, c'est alors l'été, et plus courte dans l'hémisphère sud, c'est alors l'hiver. C'est vraiment ces deux phénomènes cumulés de rotation de la Terre autour du Soleil, de décentrement de l'axe et de rotation de la Terre autour d'elle-même qui expliquent tous ces phénomènes de saison. Cela expliquera également que si on a un projet qui se situe dans nos latitudes ou à l'équateur, effectivement, la météorologie sera très différente. À l'équateur, la durée du jour et de la nuit sera à peu près équivalente toute l'année, comme on le voit sur ces diagrammes ici. Le rayonnement solaire, on peut le mesurer. On a des outils physiques pour réaliser cela. Et quand on réalise cette mesure, on peut être les témoins que sur un territoire comme le territoire français métropolitain, on enregistre de fortes variations du rayonnement solaire cumulé sur toute l'année. Là, je fais une mesure et je somme heure après heure tous les watts que j'ai reçus. Et au bout d'un moment, ça me fait un résultat qui est en kilowatts-heure par mètre carré par an. Et ce que l'on peut voir ici, hein, c'est l'échelle là qui est un peu petite, c'est que à Dunkerque, on aura un rayonnement solaire global reçu à l'échelle de l'année qui sera plutôt de l'ordre de 1100 kWh par mètre carré, alors qu'en Corse, il sera près de 1850 kWh par mètre carré. Donc voilà, près de 60 à 70% de plus d'énergie solaire reçue sur notre même territoire. C'est ça les ordres de grandeur de variation qu'on peut avoir. Et bien sûr, les logiques d'énergie renouvelable seront beaucoup plus rentables pour la Corse, en ce qui est du solaire, que bien sûr pour Dunkerque. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est qu'au sein d'une même journée ou d'une même semaine, on peut avoir des valeurs très différentes de rayonnement solaire reçu. Ainsi, par temps clair, on l'a vu juste avant, le rayonnement solaire reçu est de l'ordre de 1000 watts par mètre carré, c'est une puissance par mètre carré. Alors que lorsque l'on est dans un temps couvert, avec une couverture nuageuse, on baisse aux alentours de 200-250 watts par mètre carré. On peut aussi avoir des temps intermédiaires ici à 500 watts par mètre carré. Ce qui est très important avec le rayonnement solaire, c'est de bien comprendre les phénomènes de trajectoire solaire qui l'accompagnent. Ça va guider véritablement toutes les stratégies de géométrie solaire que l'on pourra avoir sur le projet qui vont influencer à la fois les protections qui seront mises en place sur les différentes orientations solaires et également les phénomènes de saison différents à bien anticiper quand on veut par exemple valoriser cette énergie en hiver et au contraire s'en protéger en été. Alors, il est bien connu que le soleil se lève à l'est pour se coucher à l'ouest, et peut-être vous avez également bien en tête le fait que le soleil est plutôt rasant avec un angle faible en hiver, et qu'il est plutôt très haut dans le ciel en période estivale. Alors on peut apporter quand même quelques petites nuances pour encore mieux comprendre ce phénomène de trajectoire solaire, savoir qu'il est faux de penser que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, comme on le voit ici, proche du solstice d'hiver, le soleil se lève plutôt au sud-est pour se coucher au sud-ouest. Et il va à ce moment-là avoir un angle par rapport à l'horizontale qui est relativement faible, qui est de l'ordre de 10 à 12 degrés. Donc on va avoir un soleil très rasant. Au contraire, regardons maintenant l'été, le soleil se lève au nord-est pour se coucher au nord-ouest et il monte jusqu'à plus de 60 degrés par rapport à l'horizontale. Donc il est vraiment très très haut dans le ciel. De là, on peut déjà, sans anticiper sur la suite et les cours suivants, tirer quelques conclusions. La première, c'est peut-être se dire qu'une protection solaire de type
casquette au sud, ou brise-soleil horizontaux, va être particulièrement efficace parce qu'elle va permettre au rayonnement solaire de pénétrer pendant la période hivernale et au contraire de protéger la façade pendant la période estivale. Quelque chose d'aussi assez intéressant, c'est de voir que finalement l'orientation ouest, c'est-à-dire une baie qui fait face à l'ouest, va être particulièrement défavorable en période estivale. Pourquoi ? Parce que c'est le moment de la journée où à la fois les rayons solaires seront avec une faible incidence, donc ils vont impacter de plein fouet la façade, et avec une durée finalement assez longue, donc il va avoir pour conséquence souvent une surchauffe, par exemple des bureaux qui sont orientés ouest. Donc, souvenez-vous-en, orientation ouest est particulièrement défavorable, d'autant que si on regarde cette fois-ci la question de la température de fin de journée, elle est souvent bien plus élevée que le matin pour une orientation est, donc on a un peu deux causes qui s'additionnent et qui sont plutôt défavorables. Donc attention à bien protéger toutes vos façades ouest. En dessous, ici, nous avons un diagramme solaire. Alors pour le lire, il faut regarder un peu comment fait le petit bonhomme ici, c'est-à-dire qu'il prend le diagramme solaire et il vient former un arc de cercle devant lui et il peut lire ainsi la hauteur du soleil en différentes saisons. Donc ici en ordonnée, j'aurai la hauteur solaire définie comme l'angle par rapport à l'horizontale, la pente solaire véritablement. Et ici en abscisse, j'aurai l'azimut du soleil, c'est-à-dire son orientation par rapport aux points cardinaux, avec ici le nord, là je suis à l'est, ici au sud, ici à l'ouest, et ici à nouveau au nord. Et là on voit les différentes trajectoires, ici pour le solstice d'été, ici pour le solstice d'hiver, et ici pour l'équinoxe. Donc en superposant l'ensemble de ces trajectoires, c'est là que je produis ce diagramme solaire qui est très utile lorsque on voudra réfléchir avec cette géométrie solaire, adapter par exemple l'orientation de son projet, l'épanelage de son projet, sa protection solaire. Ce sera vraiment très utile. Le rayonnement solaire est également particulièrement intéressant quand on s'intéresse au métabolisme et que l'on regarde un phénomène à la fois utile et inquiétant qui est l'effet de serre. Reprenons pour cela ce qui rentre et ce qui sort de notre système. Le Soleil impacte une fine couche de gaz à effet de serre qui est au niveau de la partie externe de notre atmosphère. Une partie, on l'a vu tout à l'heure, de l'ordre de 60%, rappelez-vous, va être réfléchie. La partie restante va pénétrer à l'intérieur de l'atmosphère. Sur cette partie-là, une nouvelle partie va être réfléchie, beaucoup plus au niveau par exemple d'un sol clair, comme en Antarctique par exemple. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'une partie non négligeable va être absorbée par le sol. Que devient cette partie absorbée par le sol ? Eh bien, il faut savoir que une partie d'entre elles va être réémise ensuite. Et qu'elle sera réémise dans des zones qui ne sont pas visibles, sinon on verrait littéralement le sol briller, mais dans le rayonnement infrarouge. Et une propriété importante des gaz à effet de serre dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est qu'ils sont plutôt assez imperméables aux infrarouges. Donc quand cette nouvelle onde ici en infrarouge va être réémise, une partie bien sûr va traverser ce manteau de gaz à effet de serre, mais une autre partie va être réfléchie vers l'intérieur. Et ainsi, on a une série d'itérations comme ça qui va expliquer que une partie de l'énergie est bloquée, elle est absorbée par l'atmosphère. Et c'est ça qui réchauffe notre atmosphère, l'air que l'on respire. Voilà. Alors, ce phénomène, il est plutôt heureux parce que c'est grâce à lui qu'on peut bénéficier à la surface du globe de températures relativement tempérées. À la surface du globe, faisons les choses simplement, on est entre moins 50 et plus 50 degrés, sans cette couche de gaz à effet de serre, comme par exemple sur Vénus ou Mercure, les températures se baladeraient beaucoup plus dans les extrêmes, quoi. On serait proche du zéro absolu à certains moments, et on pourrait aller jusqu'à 1000 degrés en température ressentie à d'autres moments. Donc réjouissons-nous pour cet effet de serre, mais le problème c'est que quand on vient nous-mêmes à générer des gaz à effet de serre, on vient dérégler ce subtil équilibre dont on profite chaque jour. Revenons à un exemple un peu plus architectural qui est celui de la serre. Cette serre de jardin, là, un peu particulière qui est faite ici, elle va nous permettre de chauffer gratuitement cet espace.
Donc, de la même manière, le soleil va impacter ici une surface vitrée, une grande partie va être transmise à l'intérieur du volume, et ensuite, les parties en masse, comme le sol par exemple, mais également cette paroi là derrière qui est par exemple ici en béton, vont se mettre à absorber ce rayonnement solaire et ensuite à le restituer. De la même manière que cette couche, cette pellicule gaz à effet de serre, le vitrage ici est relativement imperméable au rayonnement infrarouge. Et donc je vais avoir à l'intérieur de ce volume-là une élévation non négligeable de la température. Alors le sol et les parois en béton ici viennent absorber le rayonnement et ensuite le réémettre. Et ce qui est important de noter ici, c'est que ce n'est pas réémis immédiatement. En fait, il y a un phénomène de déphasage temporel. On verra que c'est très spécifique au phénomène qu'on appelle l'inertie thermique. Et donc ce rayonnement, il va être absorbé pendant un moment et ensuite réémis quelques heures après avec ce qu'on appelle un déphasage temporel et également une atténuation de ce signal de rayonnement. Deux phénomènes très caractéristiques de l'inertie que l'on verra dans la suite du cours. Alors ce phénomène d'effet de serre, on l'utilise assez fréquemment dans les projets, notamment ici c'est l'exemple du lycée de Pornic avec son préau bioclimatique qui est chauffé entièrement gratuitement. Donc c'était une surface de préau fermée qui était non demandée au programme. Le programme demandait juste un espace couvert pour se protéger de la pluie. Et nous, on a souhaité amener plus de confort pour les étudiants en chauffant cet espace, mais comme il est de volume important, on a vu effectivement que la chaleur à fournir elle était proportionnelle à la masse fois la différence de température, donc si on devait chauffer un tel volume, ce serait une masse d'air importante, donc ce serait très énergivore. Donc là, on compte plutôt sur le rayonnement solaire pour réaliser cette fonction de chauffage. Donc on bénéficie ici, sur cette surface vitrée, d'une surface de captation de l'énergie solaire plutôt intéressante, qui nous permet en hiver, quand les rayons sont bas, de venir chauffer cet espace de manière agréable pour les étudiants. On voit en fait, d'après les mesures qu'on a réalisées après réception, que cet espace il descend quasiment jamais en dessous de 12 degrés. Donc c'est plutôt assez confortable par rapport à une température extérieure qui elle va descendre bien en dessous de 5 degrés. Par contre, le danger de procéder à une telle approche, c'est le phénomène de surchauffe que l'on peut voir apparaître en période estivale. Et donc pour se prémunir de ce phénomène de surchauffe, on met en place ce qu'on appelle une stratégie de ventilation naturelle, qui va permettre de décharger ce rayonnement solaire accumulé tout au long de la journée en période estivale. Et donc pour ce faire, on va utiliser le phénomène de convection, et oui, convection naturelle, où on voit que en ouvrant en bas et en haut de cet espace, on peut utiliser un phénomène physique qu'on appelle le tirage thermique pour venir décharger continuellement les apports solaires qui s'accumulent à l'intérieur de ce volume. Et ainsi, on arrive à montrer que la température dans cet espace, même en période estivale, il est très proche de la température extérieure. Autre fait marquant sur ce préau bioclimatique, c'est le photovoltaïque semi-transparent qui a été mis ici sur les sheds et qui permet en plus de générer de l'énergie électrique. Le panneau photovoltaïque produit l'énergie électrique, on y reviendra. Alors, rayonnement et température sont liés. Nous l'avons vu avec le phénomène d'effet de serre global. Nous avons vu également que le rayonnement était très différent d'une zone à l'autre, parce qu'il n'y a pas forcément la même couverture nuageuse et la même durée d'ensoleillement la journée. Eh bien, ces différences de température, elles vont expliquer finalement les différentiels de climat que l'on peut observer à la surface du globe. Le Soleil réchauffe l'atmosphère indirectement par l'intermédiaire de la surface de la Terre, qui stocke et réémet la chaleur par rayonnement et par convection. Cette propagation de chaleur, elle est alors assurée par conduction au niveau du sol, et ensuite par convection par le biais du vent. Le vent étant lui-même créé par les différentiels de température que l'on voit à la surface du globe. Et alors, pour comprendre ce phénomène, on peut citer un exemple que moi j'aime bien, qui est celui du vent offshore et du vent onshore. Très simplement, vous avez d'un côté une surface de terre et de l'autre une surface en eau.
ce qui va se passer, c'est que généralement, la surface en eau va être beaucoup plus stable en termes de température, parce que le rayonnement solaire est accumulé dans l'eau, et que tout cela se mélange très très bien, et donc conduit à une température qui varie très peu finalement entre le jour et la nuit. En revanche, au niveau de la Terre, vous allez avoir une surface qui va fluctuer fortement entre le fait qu'elle soit impactée par le rayonnement solaire ou non. Le jour, elle montera très vite en température, la nuit, elle descendra fortement en température. Eh bien, ces deux surfaces, elles auront donc des différences de température entre elles-mêmes et elles vont créer des colonnes d'air, chaud ou froid, au-dessus d'elles. Regardons la situation par exemple du matin. Toute la nuit, la Terre, ici, s'est fortement refroidie. Il y a donc une colonne d'air froid au-dessus de la Terre. En revanche, la mer, elle, est restée relativement constante, et donc il y a plutôt une colonne tiède au-dessus de la mer. Eh bien, très naturellement, comme on l'a vu pour le phénomène de convection, le chaud va aller vers le froid, le tiède va aller vers le froid. Et donc cette colonne d'air chaud, elle va plutôt avoir tendance à aller à monter, hein, parce que la chaleur monte toujours, et la colonne d'air froid va descendre. Il s'ensuit un phénomène de vent qui vient de la Terre, donc un vent de terre qui est offshore. En revanche, en fin de journée, la Terre va monter en température, sa température de surface va même dépasser celle de la mer, il va se former une colonne d'air chaud au-dessus de la Terre et une colonne d'air plus tiède au-dessus de la mer toujours. Et donc la colonne d'air chaud bien sûr va monter, la colonne d'air tiède de la mer va descendre, et là on aura un vent qui vient totalement de la mer. Et donc qui sera plutôt un vent offshore, un vent onshore, pardon, bien connu des surfeurs parce qu'ils n'aiment pas ce vent qui aplatit les vagues. Voilà. Voilà, donc tout ce que vous devez retenir sur cet exemple est assez simple, c'est que l'air chaud qui a une densité inférieure à l'air environnant a tendance à monter, et l'air froid a tendance à descendre. Et après, vous retrouvez là tous les phénomènes que l'on vient d'expliquer. Alors, la température de l'air, il faut savoir qu'elle est mesurée à l'ombre. Hein. C'est important de le noter parce que sinon, dans le capteur en lui-même, on aurait un effet de serre et donc une température bien supérieure à celle qui est véritablement celle de l'air ambiant. Alors, est-ce que absence de couverture nuageuse rime nécessairement avec accroissement de la température? Vous avez pu constater pendant les journées d'hiver que souvent les journées d'hiver les plus fraîches sont aussi les journées d'hiver où il fait beau temps. Et donc, ça a tendance à contredire un petit peu cette intuition. En fait, par une journée claire, ce qui va se passer, c'est que pendant la nuit, la couverture nuageuse ne va pas bloquer le rayonnement de la Terre. Et donc on va avoir des descentes de température très importantes en hiver lorsqu'il n'y a pas de couverture nuageuse. En revanche, on aura bien sûr pour la journée beaucoup plus de rayonnement et donc normalement des températures qui auront tendance à augmenter. Mais ainsi, l'équilibre étant ce qu'il est, on a souvent des journées d'hiver par temps clair assez froides. Alors, un autre point sur lequel vous pourriez m'attaquer, si cette vidéo n'avait pas été enregistrée, c'est pourquoi est-ce qu'on n'enregistre pas les plus fortes températures au moment où le rayonnement solaire est le plus long dans la journée, c'est-à-dire au moment du 21 juin, qui est le solstice d'été. Eh bien, en fait, aujourd'hui, on enregistre plutôt les plus fortes températures plutôt en juillet et en août. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a calé nos grandes vacances d'été à ce moment-là. J'espère qu'on pourra en profiter cette année. Et en fait, on remarque que les températures, elles n'atteignent leur maxima pas quand l'offre solaire est plus grande, mais avec un déphasage de l'ordre à 4 à 6 semaines. Et bien justement, c'est le déphasage dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'énergie solaire va être absorbée par la croûte terrestre et ne va être restituée que totalement que 4 à 6 semaines plus tard. Et donc c'est pour cela que l'été, quelque part, il n'est pas exactement au milieu de l'année, il est juste décalé d'environ voilà, un mois et demi.
Alors, ce qui est important de noter avec la température, c'est qu'elle va aussi fortement varier d'un lieu à l'autre, même sur un même territoire météorologique donné. Quand on vous donne la température, en fait, dans les prévisions météo par exemple, c'est la température qui va pouvoir être enregistrée à 10 mètres de hauteur, à l'ombre, généralement autour des stations météorologiques qui se trouvent souvent être dans les aéroports, hein. Mais si vous avez un thermomètre et que vous mesurez vous-même la température en ville, vous allez pouvoir enregistrer de fortes différences d'un lieu à l'autre. Et donc cette température, elle va être dépendante de la nature des surfaces environnantes et aussi, bien sûr, du relief. Généralement, les sols couverts de végétation, il va y avoir beaucoup d'échanges par changement d'état sur ces surfaces. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Et donc, on va avoir une réduction de l'échauffement de l'air à ces endroits-là. On parlera d'îlots de fraîcheur même, qu'on va particulièrement rechercher en contexte urbain. A l'inverse, quand on va minéraliser le sol, c'est-à-dire avoir des surfaces qui sont plutôt en roche, quoi, avec une forte inertie, dans ces cas-là, ces surfaces, elles vont plus stocker la chaleur, c'est le cas par exemple du bitume que vous avez à l'extérieur, et donc elles vont avoir tendance à stocker cette chaleur pendant les journées ensoleillées, et donc à les stocker suffisamment longtemps pour retarder la chute de la température nocturne. C'est pour cette raison qu'il fera toujours plus chaud, généralement en période estivale, dans un centre urbain que dans sa périphérie. Et c'est ce que l'on voit ici dans le profil de température, c'est-à-dire que au niveau du rural, on a une température qui est bien moins élevée que la température qui va être constatée en cœur d'agglomération. C'est l'effet d'îlot de chaleur urbain et qui est essentiellement lié au fait qu'un centre urbain, il est caractérisé par une forte minéralisation du sol. Ensuite, et je vous le disais, ça varie en fonction de la topographie, ce que l'on va pouvoir voir, c'est que, bien entendu, plus on va s'élever, plus on aura une température faible par rapport à celle qui pourra être enregistrée au niveau de la vallée, avec ici des montées en température importantes qui sont liées également au phénomène qu'il y a moins d'échanges thermiques liés au vent à cet endroit-là. Alors, vous me croyez peut-être pas quand je vous disais qu'il y avait des différentiels de température importants. Aujourd'hui, on mesure très fréquemment dans la forêt de Fontainebleau des températures inférieures de 5 degrés à la température que l'on mesure par exemple à Châtelet-Léal. Et même à l'échelle d'un quartier, ces températures vont avoir beaucoup de différences. Ici, c'est un exemple de thermographie infrarouge qui nous permet de mesurer les températures de surface équivalentes. Donc l'exercice est fait ici en été, ici en hiver. Ce que l'on peut voir, c'est que ici, ces zones en rouge, donc c'est les pics de chaleur, elles vont correspondre, quand on regarde à côté, aux surfaces qui sont les plus minéralisées, ici en rouge. A l'inverse, pour les surfaces qui sont assez végétalisées, ici en vert, on va avoir une surface constatée, voilà, de surface qui est bien moins grande. Voilà pourquoi il est très important de végétaliser suffisamment nos villes de manière à pouvoir générer des îlots de fraîcheur. Et on voit que ces îlots de fraîcheur, finalement, on en bénéficie en été, mais ils ne nous pénalisent pas fondamentalement en hiver. C'est-à-dire que là, les gradients de température sont beaucoup moins forts, parce que la végétation, quelque part, elle va beaucoup moins évapotranspirer pendant la période hivernale. Alors, ce qui est assez intéressant avec la température, c'est de regarder sous le niveau du sol et de prendre un thermomètre et de regarder quelle est la température du sol à mesure que l'on s'enfonce dans la terre. Et ce que l'on observe, c'est qu'à partir d'une certaine profondeur, de l'ordre de quelques mètres, la température du sol, elle va être quasi constante en fonction de la saison. Et donc en l'absence de phénomènes géologiques notables, cette température de sol, elle va être de l'ordre de la moyenne des températures annuelles de l'air. Et donc le sol, c'est un véritable intégrateur de tout ce qui se passe pendant l'année. Et la température du sol, notamment celle que vous allez pouvoir mesurer dans une cave, elle va être relativement stable, elle va se situer autour de la moyenne des températures annuelles, c'est-à-dire sous nos latitudes, à Paris par exemple, autour de 12 degrés. Cette température de sol, à une profondeur suffisante, elle ne sera pas la même à Paris et à Nice, donc, parce que les températures annuelles ne sont pas les mêmes non plus. À Nice, par exemple, elle sera plutôt de l'ordre de 15 à 16 degrés. Donc on voit qu'il y a de fortes différences. Et si on va vers Alger, si on va vers l'Afrique, on aura des températures qui se rapprocheront plutôt de 18, 19, 20 degrés.
Ce qui est assez intéressant avec cette figure ici, qui représente les évolutions temporelles de température à différentes profondeurs au cours de l'année, c'est que l'on peut voir qu'on a un phénomène de déphasage de cette température à mesure de la stimulation extérieure, mais également un phénomène d'atténuation du signal. C'est ces deux phénomènes liés à l'inertie thermique qui lui sont caractéristiques. On comprend bien pourquoi il est très pratique de disposer d'une cave pour pouvoir y entreposer par exemple du vin. C'est ainsi qu'on garantira une grande stabilité des températures dans cet espace et donc une meilleure conservation sur le long terme des produits de vin, si vous aimez le vin. Passons maintenant au vent. Le vent qui découle lui-même, je vous l'ai déjà dit, des différentiels de température. Alors le vent, c'est très simplement un déplacement des molécules d'air qui est essentiellement constaté horizontalement à la surface de notre globe. Et généralement, les molécules elles vont se déplacer d'une zone de haute pression, où elles sont un petit peu compactées, qui est généralement une masse d'air froid, vers une zone de basse pression, généralement une masse d'air chaude. Et donc les différences de température entre les masses d'air, elles résultent de cette action du soleil que l'on vient de détailler avant. Donc généralement, s'il y a du vent, c'est qu'il y a des différentiels de température importants, et ça se joue vraiment à une échelle continentale. Le régime de vent, en un lieu, il va énormément fluctuer. C'est-à-dire que les données météorologiques qui vont être mises à notre disposition, elles ne seront pas forcément représentatives du lieu d'implantation de votre projet futur. Comme je vous le disais, elles sont mesurées à 10 mètres de haut, près des aéroports, et donc à l'échelle urbaine, en fonction des obstacles qui sont devant le vent, ça ne sera pas du tout la même chose que vous allez constater sur vos opérations. Alors quelque chose d'assez intéressant pour que vous puissiez vous aussi analyser ces données de vent, c'est la notion de rose des vents qu'on voit ici. Et ce que je vous demande de retenir, donc cette rose des vents, elle va nous indiquer pour différentes orientations, différentes azimuts, comme on disait tout à l'heure, quelle va être l'intensité ou la probabilité des vents. Et généralement, cette rose des vents, elle pointe d'où vient le vent, et non pas où va le vent, elle pointe d'où vient le vent. Généralement, on parlera d'un vent d'est si le vent vient de l'est. On parlera d'un vent de nord si le vent vient du nord. Ici, sur cette rose des vents, qui est la rose des vents, on va dire, parisienne, collectée sur le site Windfinder, qui met à disposition quelques données gratuitement, mais de moins en moins, malheureusement, on voit que le vent dominant, il est plutôt ouest-sud-ouest, c'est-à-dire qu'il vient de ouest et sud-ouest. Là, on peut s'amuser comme ça sur la rose des vents à tracer des flèches qui pointent vers le centre de la rose des vents. Ça nous permet vraiment de dessiner et de comprendre la direction du vent. Je vous demande de le retenir, c'est assez important. Le vent est très soumis aux phénomènes microclimatiques, c'est-à-dire aux phénomènes qui vont être très dépendants du lieu. L'environnement va avoir une grande influence sur la vitesse, mais également sur la direction du vent. Les gradients de température, qui sont principalement créés par l'ensoleillement, ils vont être responsables de mouvements d'air locaux, qui engendrent généralement l'ascension des masses d'air chaud et un appel d'air froid. Par exemple, on a vu ce phénomène au niveau du rivage, où on a expliqué les phénomènes de vent de terre et de vent de mer. Mais on va observer à peu près le même phénomène sur une vallée, où quelque part, le sens du courant d'air ici va s'inverser entre le jour et la nuit, parce que une vallée va être un peu moins ensoleillée, on va dire, que ses sommets voisins. De la même manière, au centre d'une agglomération, ici, les zones végétales vont représenter un puits d'air frais qui va avoir tendance à créer des petits mouvements d'air des zones fraîches vers les zones chaudes ici. Bien sûr, le vent réagit fortement aux notions d'obstacles et avoir tendance à accélérer, à changer sa direction en fonction de ces obstacles. Ici, vous avez quelques exemples d'influence de la topographie. Par exemple, si vous implantez votre projet sur une butte, il faudra savoir que très localement, au sommet de cette butte, la valeur du vent, vraiment sa vitesse, exprimée en mètres par seconde, va être plus importante au sommet ainsi que sur les contours de cette butte. Pourquoi ? Parce que les lignes de champ du vent vont, en contournant l'obstacle, se resserrer les unes des autres, et donc ça c'est ce qu'on appelle l'effet Venturi, qui conduit à une accélération de la vitesse de vent constatée localement.
Quand vous êtes au contraire dans une dépression, vous êtes plutôt à l'abri du vent, donc on va constater des vitesses de vent plutôt moins fortes. Il est très important de bien observer les morphologies qui entourent votre projet, car celles-ci auront une incidence notable sur la direction du vent au niveau de votre opération. Par exemple, dans un contexte urbain haussmannien, on a des grands couloirs de vent, et peu importe que le vent vienne de l'ouest, souvent ils prendront le chemin le plus court, le plus facile, en empruntant ces grands canyons urbains, et donc parfois créeront des phénomènes à la fois d'inconfort aérolique et de rafraîchissement de l'air non souhaité. Commençons à essayer de cartographier, d'inventorier les phénomènes de vent urbain pour en tout cas essayer d'éviter au maximum ces effets indésirables. Le premier d'entre eux, c'est le phénomène de contournement dynamique. En allant vers un obstacle, le vent va contourner l'obstacle et donc va accélérer de part et d'autre de l'obstacle. Derrière cet obstacle se formera un phénomène de sillage qui sera particulier parce qu'on aura un vent dit tourbillonnaire à cet endroit, c'est-à-dire un vent qui change très souvent de direction, donc particulièrement inconfortable pour les personnes qui se situent derrière. Lorsque l'on aura un ensemble bâti très longiligne, comme ici, on aura un phénomène de vrille. Le vent passera au-dessus et de la même manière, on aura une zone critique située ici qui sera particulièrement turbulente, donc particulièrement désagréable. Il peut exister d'autres phénomènes de vrille liés par exemple à des contextes urbains. On va avoir des différences de hauteur bâtie assez importantes. Et donc par exemple, ici, on a un petit bâti qui est situé devant un grand bâti, et le vent arrive de cette manière-là, et on va créer une zone de turbulence entre ces deux masses bâties. Le phénomène peut-être le plus fréquent, le plus intuitif aussi, et le plus dangereux en termes d'inconfort aérolique, c'est l'effet Venturi. C'est-à-dire la concentration des lignes de champ du vent à un endroit spécifique qui va conduire localement à une forte accélération de ce vent. Généralement, on peut observer, avec un anémomètre par exemple, des vitesses de vent qui sont 40-50% plus élevées que celles du vent aux alentours dans ces zones critiques. Donc on voit que les masses bâties, elles peuvent agir comme une sorte d'entonnoir qui va accélérer localement le vent. Ce phénomène-là, il est très étudié dans les projets d'aménagement, notamment, moi j'ai participé à son étude au niveau de la canopée des halles, où on voit que si rien n'avait été fait, notamment avec des déflecteurs aéroliques en toiture, on aurait un effet Venturi assez important entre les deux grandes masses bâties qui sont situées sous la canopée. On peut aller encore plus dans le détail, vous trouverez ici pour votre boîte à outils personnelle quelques inventaires des phénomènes de turbulence les plus récurrents observables à l'échelle urbaine avec les morphologies bâties les plus fréquentes. C'est assez passionnant de se lancer dans cet exercice-là et on voit qu'il y a des indicateurs de distance sur lesquels on peut observer ces phénomènes et qui sont la plupart du temps directement proportionnels à la proportion des masses bâties elles-mêmes. Ici, c'est un petit A. Un exemple d'utilisation de secours pour des projets qui se construisent réellement, ici c'est la clinique Capio de Toulouse, pour lequel on observait au niveau des études aéroliques qui sont menées sur le projet, on vient vraiment cartographier tous les flux de vent, un énorme phénomène d'effet Venturi, ici entre le bâtiment principal et ici la maison médicale. Et donc on a pu identifier grâce aux études numériques cet effet Venturi suffisamment tôt dans le projet, là cet entonnoir comme on le disait avant, et c'était particulièrement important parce que notre entrée était située justement ici. Et donc, pour que les patients, les malades, à leur sortie, soient pas incommodés, il était important ici d'inscrire une forme de continuité bâtie pour stopper complètement le phénomène d'inconfort aérolique. Et donc, on s'est servi des passerelles de liaison qui bénéficient d'un garde-corps toute hauteur pour empêcher le vent d'avoir une accélération à cet endroit-là du projet. Alors, passons maintenant
à la question des précipitations et de la pluviométrie. À l'échelle du globe, le cycle de l'eau effectivement évolue de façon assez différenciée. Notre unité de mesure pour la question de la pluie, elle se mesure en millimètres d'eau. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que on remplit effectivement un verre ou n'importe quel récipient sous l'effet de l'eau et on peut mesurer ainsi la quantité d'eau qu'il est tombée par unité de mètre carré, par unité de surface. Et donc quelque part un volume. Donc à Paris, ces précipitations sont de l'ordre de 637,4 mm, où là c'est précis. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des zones sur la planète où il pleut vraiment davantage. Alors on a notamment tous les climats tropicaux, là plutôt près de l'équateur, où cette pluviométrie peut aller jusqu'à environ 2500 mm par an, hein, ça c'est dans le cas normal. Nous avons dans les déserts des zones sur lesquelles on enregistre moins de 200 mm par an. D'ailleurs, ce sera un peu la définition de ce que l'on appelle un désert, c'est-à-dire une zone où il y a très peu de végétation qui peut s'installer en raison de cette très faible pluviométrie. Et enfin, on a des phénomènes très localisés de pluie intense, comme notamment la mousson en Inde, avec des épisodes de mousson qui vont jusqu'à même 10 000 mm d'eau enregistrée. Donc voilà, c'est intense. Une autre notion très importante pour le confort thermique ressenti, c'est la question de l'humidité relative de l'air. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est plutôt assez simple pris comme ça, c'est que l'air que l'on respire, elle contient toujours un peu de vapeur d'eau en suspension. C'est même une des conditions qui font qu'on peut bien respirer et que l'air n'est pas jugé trop sec et que nos poumons peuvent même respirer de manière satisfaisante. En fait, l'humidité relative, pourquoi elle est relative? C'est parce qu'elle correspond au rapport entre le contenu en vapeur d'eau de l'air et sa capacité maximale à en contenir pendant ces conditions. Au bout d'un moment, on peut saturer l'air en eau. C'est ce qu'on appelle une humidité relative de l'air de 100%. Comme on peut tendre vers des humidités relatives très basses, de 20%, de 10%, où l'air sera jugé au contraire très sec. On peut enregistrer dans certaines zones désertiques notamment. Alors ce qu'il faut savoir, et on en reparlera dès la semaine prochaine, c'est que ce paramètre il influence fortement et directement le confort, parce qu'il va agir bien sûr sur la condensation à la surface de notre peau, et en fait il va plutôt remettre en question notre principe moteur de régulation thermique, on l'a vu, qui est la condensation. Plus j'aurai une humidité relative importante, et plus la sudation, le fait de suer, aura un effet finalement assez négligeable pour réguler ma propre température. Donc j'arriverai moins bien à dissiper mon énergie thermique dans un milieu humide que dans un milieu sec. C'est pour ça que la chaleur humide, elle est particulièrement pénible, et donc on aura l'occasion de voir la semaine prochaine qu'un chaud humide, il est plus vivement ressenti qu'un chaud sec, même à température équivalente. Cette humidité relative, elle aura aussi toute son importance quand on regardera les problématiques de qualité de l'air et de confort respiratoire, et parce que notamment en présence d'une humidité relative soit trop forte, soit trop faible, il y a un certain nombre d'agents infectieux, ou on va dire mycologiques, qui peuvent se développer. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de paramètres dans l'équation, le vent, la température, le rayonnement solaire, l'humidité relative, la pluviométrie, et faut bien qu'on organise notre pensée sur cette question du climat pour pouvoir catégoriser les différents lieux et penser. C'est ce que sait très bien faire notre civilisation occidentale, c'est une civilisation analytique, c'est-à-dire qui cartographie les différentes composantes en différentes classes qu'elle étudie indépendamment. Et donc à l'échelle mondiale, si on devait classer les climats en différentes catégories, on pourrait les classer en 5 grandes types de climats qui sont en fait, comment imaginer ça, en fait des couples entre température et humidité relative. Donc on voit l'importance de l'humidité relative pour qualifier le climat, c'est qu'on s'en est même servi pour ces notions de définition. On a le climat tropical qui va être caractérisé par un climat chaud et humide.
Le climat dit sec, qui correspond par exemple aux zones sahariennes, qui correspond à un climat chaud et très sec. On va avoir l'ensemble des climats tempérés, qui se situent plutôt à des latitudes plus élevées. Le tempéré chaud, qui correspond à ce que l'on rencontre nous en Europe, qui reste, on va dire, avec des températures assez décentes toute l'année. Le climat tempéré froid, qui correspondra plus à ce que l'on va pouvoir voir notamment au Canada, qui bénéficie pas de l'influence positive du Gulf Stream, de ce courant chaud marin, et donc on va avoir des températures qui vont quand même énormément baissé en période hivernale. Ce sera le cas notamment aussi de la Sibérie, hein, qui est un grand désert très froid, et de certains endroits de la Mongolie. Et enfin, le climat froid, qui va être caractérisé par un climat qui est froid toute l'année, durant, avec des températures qui ne dépassent que très rarement les 10 degrés, sauf en ces temps de réchauffement climatique où l'an dernier on a enregistré notamment en Antarctique des températures supérieures à 20 degrés, ce qui depuis le début des relevés météorologiques n'avait jamais été fait. Alors, on va zoomer un petit peu sur l'Europe et les régions qu'on a l'habitude, nous, de construire. Je vous souhaite bien sûr de construire dans le monde entier, ça cela va de soi. Pour voir que notre climat dit tempéré chaud, en fait, il peut se décliner en sous-climat, en d'autres manières d'organiser notre pensée là-dessus. Le climat dominant, on l'appellera souvent le climat océanique, c'est-à-dire qui bénéficie de l'influence assez favorable de l'océan Atlantique, mais qui va être assez caractéristique de cette zone, avec notamment des vents forts, avec des phénomènes de saison qui sont marqués, certes, mais où la température ne descend jamais très très longtemps en dessous de 0 degré. Ensuite, plus on va s'enfoncer dans les terres, là on va vraiment vers l'est, on va tendre vers un climat dit continental. Un climat continental, lui, il va être dans les mêmes degrés de variation que le climat tempéré, mais il va être marqué quand même par à la fois des hivers beaucoup plus rigoureux, où la température va plus fortement, et par des étés qui sont également plus rigoureux, c'est-à-dire où il va y avoir des températures qui seront bien plus importantes. Pourquoi? C'est parce que dans ces zones-là, il n'y a pas d'océan à proximité qui vient tempérer les choses, justement. Et donc, il suffira d'une journée, par exemple, de fort rayonnement pour que la température augmente d'un coup. L'océan n'est pas là pour rafraîchir les choses. De la même manière, en hiver, il suffira que la température baisse très fortement la nuit et qu'on n'ait pas de couverture nuageuse pour que la température descende bien en dessous de zéro. Ensuite, on a le climat dit méditerranéen, qui lui bénéficie d'une mer presque fermée, hein, qui est la mer Méditerranée, et donc qui va avoir pour propriété thermique de finalement assez peu varier en termes de température de l'eau. L'océan, on voit qu'il va descendre vers les 11-10 degrés. Là, en ce moment, il ne doit pas être loin de ça, même si on ne peut pas en profiter. Et par contre, en Méditerranée, la mer va jamais descendre en dessous de 14-13 degrés. Et donc rien que ça va créer comme ça cette masse d'eau qui va beaucoup plus tempérer le climat, lui donner une vraie douceur, une vraie couleur. Et donc on va profiter d'un climat agréable toute l'année, hein, ce fameux climat méditerranéen que tout le monde envie. Enfin, quand on va dans les latitudes plutôt nord, on aura aussi l'influence assez propice de mer au niveau des pays nordiques, là, Copenhague, etc. Mais toutefois, on sera dans des latitudes telles que on a quand même un climat qui est beaucoup plus froid que notre climat tempéré. C'est une sorte de climat tempéré où on commence à se rapprocher dangereusement du cercle polaire et donc où on a quand même des hivers beaucoup plus rigoureux et également des épisodes de tempête en hiver qui sont très très importantes. Donc par exemple, le nord de l'Écosse en fait partie, et puis les pays notamment comme la Norvège, où il y a également toute une culture qui s'articule autour de ça. Alors, la notion de bioclimatisme, elle est très importante pour les semaines qui viennent. C'est l'idée tout simple de construire en harmonie avec le climat.
Et donc c'est une approche qui ne se contente pas de regarder un seul de ces paramètres climatiques, mais qui raisonne avec l'ensemble des phénomènes climatiques, et qui regarde comment ces phénomènes climatiques ils peuvent interagir avec les paramètres du bâti. Donc c'est un véritable écosystème, un véritable système, donc c'est pour ça qu'on parle d'approche systémique, et le but c'est de concevoir cette peau qui va nous séparer de ce climat extérieur en harmonie avec le climat, et donc qui va vivre avec le climat, qui va s'adapter en fonction des saisons, notamment en termes d'ouverture, par exemple au rayonnement solaire, mais également en termes de perméabilité à l'air. C'est pour ça qu'on parle d'une enveloppe bâtie qui vit avec le climat. Et donc l'idée, c'est de la mener le plus en amont possible dès l'esquisse du projet architectural, parce qu'elle ne se fonde que sur une conception globale. Et l'idée, c'est de comparer le projet à un organisme vivant qui réagit positivement avec son environnement. Alors là, je vous ai mis une référence et vous pourrez d'ailleurs aller chercher comment elle fonctionne. Elle est assez intéressante. C'est une des premières maisons solaires passives. C'est des maisons qui ont été réalisées, là, notamment en terre crue, et qui s'adapte à un climat là, qui est celui du Nouveau-Mexique, avec des protections solaires adaptées, des protections solaires là, plein sud, pour vraiment bénéficier à la fois des apports solaires quand il fait frais, et en même temps pouvoir se protéger en période estivale, et surtout bénéficier de l'inertie thermique très agréable de la Terre. Donc je vous conseille vraiment d'aller feuilleter cette référence, peut-être qu'elle vous inspirera pour des projets futurs, en tout cas c'est ce que je souhaite. Alors, à chaque habitat, son climat. À chaque climat, son habitat. Avec les principes bioclimatiques, c'est un peu cette histoire que l'on peut lire dans un sens ou dans l'autre. Parce que lorsque l'on regarde l'habitat traditionnel, ou comme on appelle l'habitat vernaculaire, c'est souvent le point de rencontre quelque part entre une culture, un savoir manuel, une terre, et ce que la terre peut apporter, sa fertilité, et le climat. Cette harmonie-là font ce qu'on appelle le terroir, et ce terroir a certaines architectures qu'on appelle les architectures vernaculaires. Et donc là, on a quelques exemples d'architecture vernaculaire, et ce qui est intéressant, c'est de faire ce travail inverse, de comprendre pourquoi ce sont ces architectures-là qui se sont imposées au fil des temps. Il y a une forme de darwinisme de l'architecture, hein. Les architectures qui ne sont pas durables, elles ne se sont pas imposées, y compris dans les savoir-faire. Et donc c'est intéressant de refaire ce travail à l'inverse pour voir pourquoi ces morphologies bâties sont rencontrées dans tel ou tel climat. Alors, généralement, je fais un petit questionnaire à ce moment-là du cours pour essayer de deviner. Donc, vous pouvez vous rappeler un peu les différents types de climats qu'on a vus avant. On avait le climat froid, le climat sec, le climat tropical et le climat tempéré froid, par exemple, ici. Donc, cette première construction, qui est ici. Donc c'est une construction kazakh, plutôt d'un peuple qui est nomade, et elle a plusieurs caractéristiques assez intéressantes. La première, c'est qu'elle est très compacte, elle est circulaire, ce qui à la fois génère une économie de matière, ce qui est assez agréable quand on doit porter sa maison, c'est qu'il y ait le moins de matériaux possible par mètre carré, donc la forme circulaire permet ça, mais cette forme circulaire, elle permet aussi de réduire les surfaces en contact avec l'espace extérieur. C'est ce que l'on verra dans la suite du cours comme étant la compacité. Plus je suis compact, plus je suis replié sur moi-même, et moins je vais offrir à l'extérieur de surface de déperdition. Donc plus je vais être au chaud, quoi, quelque part. Une des caractéristiques aussi de cette architecture vernaculaire, c'est que l'on vient disposer des couvertures également sur les parois, venant créer ainsi plusieurs couches d'isolation successives pour que, au niveau du foyer, au niveau du centre, là où généralement on va mettre le poêle ou le feu, on puisse profiter pleinement de la chaleur et faire en sorte qu'elle ne s'évanouisse pas. Donc ça, bien sûr, c'est le climat plutôt froid. Dans l'igloo, il y a aussi cette quête à la fois de réduction de la consommation de matière, mais également de compacité, qui permet à l'igloo de ne pas fondre trop vite. Hein, un igloo, c'est pratique, ça permet de maintenir la température à 0 degré, et 0 degré quand il fait moins 40 à l'extérieur, c'est un peu les Bahamas, quoi, par rapport à Paris, quoi, si vous voulez. Donc voilà. Alors en dessous, on a une autre architecture, qui est plutôt une architecture légère, de ce qu'on peut voir ici,
et elle a vraiment une morphologie qui est très spécifique, à la fois très ouverte sur l'extérieur, mais en même temps que l'on sent protectrice avec deux immenses casquettes de part et d'autre. Et bien cette architecture, elle a une autre particularité, c'est qu'elle est aussi décollée du sol ici. Et on voit que tous ces éléments ne sont pas anodins. À la fois, l'idée d'avoir une architecture légère, c'est le fait d'avoir le moins d'inertie possible et donc de stocker le moins possible la chaleur. Le fait de s'ouvrir de cette sorte-là vers l'extérieur, c'est le fait d'avoir un logement qui est le plus ventilé possible, donc il va pouvoir décharger à la fois de la chaleur et surtout de l'humidité relative la maison. Le fait, comme ça, de sortir un petit peu du sol, c'est l'idée de ne pas, enfin de s'éloigner d'une source d'humidité relative qui est le sol en lui-même. Donc vous l'aurez deviné, c'est à la fois un climat chaud et un climat humide. Il s'agit d'un climat tropical. Là, on ne voit pas des questions d'orientation, mais on peut imaginer que ces grands auvents ici, ils font face au nord et au sud, et que, au contraire, les orientations est et ouest, elles ne sont pas du tout ouvertes, de manière à se protéger du rayonnement solaire sur ces orientations. En dessous ici, on a une construction qui a une autre particularité. Alors déjà, elle est plutôt ouverte sur l'extérieur, de ce qu'on peut voir ici, avec une forme de patio central. Elle est également semi-enterrée. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup plus de masse que par rapport au-dessus, là. Donc, une construction à forte inertie, semi-enterrée dans le sol, et en même temps qui ménage une certaine perméabilité à l'air vers l'extérieur, avec des ouvrants que l'on ferme, que l'on ouvre, en fonction de la saison, en fonction aussi beaucoup du moment de la journée. Là, on voit jour-nuit. En même temps, on voit qu'on se protège beaucoup du soleil. Il y a très peu finalement d'amener de lumière naturelle, si ce n'est ce fameux patio central où on peut venir d'ailleurs mettre des tentures au-dessus pour encore se protéger du rayonnement solaire. Vous aurez compris, on voit peut-être ici là un peu d'humidité relative, c'est l'idée de venir faire de l'aspersion d'eau, de mettre des jarres d'eau à cet endroit-là, de manière à venir créer artificiellement un peu d'humidité relative. Donc vous l'aurez compris, on est sur un climat qui est chaud, qui est humide, et donc une construction qui correspondra assez bien à la fois à des climats secs ou à des climats, on va dire, méditerranéens secs, comme on en a beaucoup aussi en Afrique subsaharienne. Et enfin, une dernière construction ici en bas, qui s'apparente plutôt à une construction montagnarde, vu qu'elle est inscrite dans la pente. Et ce qui est intéressant sur ces constructions, c'est de voir son caractère hybride. On a une partie ici en construction bois, donc plutôt avec une inertie relativement faible, et ici au fond, une construction plutôt en pierre, donc avec une inertie importante. C'est l'idée au sein même d'une construction d'avoir 2 degrés d'inertie différents, et donc forcément des fonctions différentes. Alors dans cette maison, dans cette première partie ici, c'est plutôt là qu'on va mettre les bêtes pour les abriter de la pluie, pour les mettre à l'abri, qu'on va mettre aussi les outils, etc. Et là, dans la partie la plus inerte, la plus en contact aussi avec ce sol qui remonte, ça va être plutôt la question du foyer. Là où on a envie d'avoir chaud l'hiver, là on a envie de se réunir en famille, et là on a besoin d'une plus grande stabilité de température. Vous l'aurez compris, on est sur un climat qui va présenter différentes caractéristiques et qui va varier au cours de l'année. On est plutôt sur un climat de l'ordre du continental ou du climat même alpin, sur lequel on va pouvoir jouer avec ces différents degrés d'inertie pour quelque part que l'enveloppe même bâtie elle puisse évoluer au fil de la saison, cette fameuse limite entre intérieur et extérieur qui est assez floue, qui est assez épaisse et qu'on va pouvoir faire évoluer en fonction des besoins. Donc voilà, tempéré froid, tropical, sec et continental. Bon bah c'est bon, j'ai pas fait de faute, ça veut dire que les neurones fonctionnent un peu, même après ces dernières semaines, donc c'est plutôt rassurant. Alors je vous ai mis ici quelques exemples de sites internet où vous pouvez trouver des informations météorologiques assez intéressantes. Le site Gaïsma, qui il existe toujours, donne beaucoup de données météorologiques à l'échelle mondiale, donc plutôt intéressant à l'échelle mondiale. Le site Infoclimat, plutôt à l'échelle française, qui va donner pas mal d'éléments météorologiques là-dessus. Le site Windfinder sur la question du vent. Et différents outils ici, Sun Earth Tool, SunCalc et SunPosition, pour la position du soleil et la question de la géométrie solaire telle qu'on l'a vu ensemble. Alors, on va terminer maintenant ce cours par une autre représentation du climat. C'est vrai que pour l'instant, on a vu beaucoup de cartographie, on a vu beaucoup de courbes,
Et ce serait peut-être donner une vision assez statique et un peu fausse du coup du climat extérieur. Et donc là, je vous propose ici une autre représentation du climat qui vise à représenter une année de façon dynamique. Et donc ici, en ordonnée, nous avons les heures de la journée. Et ici, en abscisse, nous avons tous les jours de la journée. Et ainsi, sur cet axe, sont représentés, pixelisés, l'ensemble des heures d'une année. Et ici, nous avons une légende qui nous dit que quand c'est bleu, c'est froid, et quand c'est rouge, c'est chaud. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Et donc, il est intéressant de se balader maintenant, de vous faire un petit tour du monde avec ces différents tableaux climatiques pour voir un peu ce qu'on peut en déduire. Ce que l'on voit là, c'est qu'on a un climat qui est relativement stable toute l'année, avec quand même une grande période de froid qui correspondra à un climat nordique maritime. Quelques périodes de chaud quand même, hein, non négligeables, mais qui sont quand même assez anecdotiques. La couleur dominante reste le bleu et le jaune en fonction des deux saisons caractéristiques de ces zones-là. Quand on va aller à Strasbourg, tout de suite, on est frappé par rapport à l'image précédente par les notions de contraste qui tout de suite s'affichent de façon beaucoup plus franche à l'écran. Ça, c'est caractéristique d'un climat plus rigoureux, à la fois plus rigoureux d'un point de vue hivernal, où on voit de grandes traces bleues foncées ici, et beaucoup plus rigoureux d'un point de vue estival, où on voit que voilà, ce qui avant était assez rare devient une tache beaucoup plus présente sur l'écran. Donc des températures qui vont fluctuer beaucoup plus au sein d'une même journée et au sein des saisons. Lorsque l'on va un peu près de chez moi, hein, je vous ai pas dit, mais c'est vrai que j'habite Nantes et je réalise ces vidéos depuis Nantes, on voit que on va se situer beaucoup plus dans un climat dit océanique, où là la couleur elle est très clairement le jaune un petit peu toute l'année. On a ce grand océan qui nous permet de stabiliser un peu ces températures. Toutefois, on a quand même des épisodes un petit peu variables ici qui sont liés aux épisodes océaniques et à la succession des anticyclones et des dépressions en provenance de l'océan. Généralement, vous savez, le temps va souvent de l'ouest à l'est, hein, en France. Quelques épisodes chauds, mais rien de bien inquiétant, hein. On n'a jamais très chaud, même pendant les canicules à Nantes, je vous le rassure. Alors, c'est assez intéressant de passer à Nice, hein, surtout quand quand on le compare à Nantes avant. On voit que là, la couleur dominante, c'est beaucoup plus le orange, et ça, on pouvait s'y attendre, hein, dans un climat assez doux comme celui de Nice. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi le fait que par rapport à Nantes, on a beaucoup moins d'effets visuels de stries comme ça. Et ça, c'est lié, ce flou, c'est vraiment caractéristique de cette douceur méditerranéenne, où cette étendue d'eau, elle va vraiment polir un petit peu les angles du climat, quoi, quelque part. Il y aura beaucoup moins de phénomènes rigoureux climatiques et on aura voilà, cette douceur qui se lit très visuellement ici et qui fait que en été il fait chaud, certes, mais que ça s'inscrit dans une forme de continuité. Et voilà, c'est pas un monochrome, hein, il n'y a pas de monochrome, hein, sur la planète, sauf peut-être tout à l'heure on en verra un, mais ça respire cette douceur, c'est-à-dire les saisons, mais sans se faire violence non plus. Quand on va vers San Salvador, un climat dit tropical, on voit qu'on a beaucoup moins d'effets de saison, hein. Là-bas, il y a une saison un peu sèche et un peu de pluie, c'est tout. Mais que on a un petit peu tout le même schéma qui se reproduit toute l'année, avec des températures qui montent très très fort au milieu de la journée et qui se rafraîchissent un tout petit peu la nuit, mais il ne faut pas abuser, elles descendent très rarement en dessous des 20 degrés. Donc voilà, quelque chose de beaucoup plus homogène aussi. Donc un rapport au temps pour ces populations de San Salvador qui va être très différent. Alors le Salvador, hein, vous savez, c'est non loin du Belize, du Guatemala et de ces pays-là, et de l'Équateur. Alors, regardons un petit peu maintenant un climat sec, à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai pris Assouan en Égypte, hein. Donc on voit qu'un climat sec, c'est aussi un petit peu ce qu'on enregistre à Abu Dhabi, par exemple, pour ceux qui seraient allés dans ces climats-là, ou peut-être même qui sont originaires de ces pays-là. C'est-à-dire que là, on a pour le coup vraiment une saison très très chaude, qui là s'échelonne vraiment de mars à octobre, hein. On voit qu'on a fait péter les couleurs un petit peu du diagramme là, et une saison un petit peu plus douce qui correspond à l'hiver là-bas et qui correspondrait presque à notre climat méditerranéen ici. Donc voilà, un endroit sur Terre où c'est difficile d'imaginer vivre dans des bonnes conditions, et c'est pour ça que malheureusement dans ces climats-là, on a beaucoup recours à la climatisation. Voilà.
On va terminer quand même par parler un petit peu de dérèglement climatique. On en a déjà évoqué le sujet à plusieurs reprises. Juste se dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas confondre, bien sûr, le temps qu'il fait avec la notion de climat. La notion de climat, on l'a vu aujourd'hui, elle est beaucoup plus statistique. Et quand on parle de réchauffement climatique, il faut imaginer un réchauffement global de la température. C'est-à-dire c'est la moyenne de toutes les températures qui concourent à ce réchauffement. Donc bien sûr qu'on a des températures plus élevées qui vont arriver pendant les périodes de canicule et ces choses-là, mais quelque part, on pourra aussi avoir encore des hivers un peu froids ou des choses comme ça. C'est globalement que la température augmente. Et donc là, voici un extrait du rapport du GIEC où on voit qu'on a, par rapport aux prévisions du modèle, des choses qui sont assez cohérentes et qu'on a plus ou moins, en fonction de nos scénarios d'émission, plusieurs trajectoires qui peuvent se dessiner. Une trajectoire assez optimiste de RCP 2,6 qui correspondrait un peu à continuer le confinement beaucoup plus longtemps, et une période RCP 8.5 qui est plutôt celle sur laquelle on est engagé aujourd'hui et qui correspondrait à des hausses de température de l'ordre de 6 degrés à l'échelle du globe. 6 degrés, ça a l'air de rien comme ça, on va dire bon, c'est pas 6 degrés de plus, on mettra des brumisateurs, ça ira. Faut imaginer que c'est vraiment ce qui nous sépare de l'ère glaciaire, quoi, en termes de température moyenne. Donc il faut imaginer qu'il y aura des événements climatiques majeurs et ultra violents qui accompagneront ce passage-là. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans la lutte contre le changement climatique, on est plutôt dans une forme d'adaptation, car on sait qu'avec l'inertie de la planète, la température de toute façon continuera à augmenter pendant les 20 prochaines années. Là, plutôt ce qu'on se bat, c'est pour que, au-delà de 2050, on n'ait pas des températures létales à la surface du globe. Donc il est vraiment urgent d'agir sur cette question, et c'est le sens aussi qu'on essaiera de donner à ce cours sur la réduction des besoins énergétiques et sur l'obtention de modes de production énergétique moins carbonés. Alors on parle beaucoup de température, il est quand même assez intéressant de voir aussi les crises que va pouvoir engendrer le changement climatique également sur d'autres indicateurs. Il y a un autre indicateur qui est assez intéressant qui est celui du changement en termes de précipitation. Donc de manière globale, le pourcentage de précipitation va baisser, mais paradoxalement, les épisodes pluvieux violents seront plus fréquents et plus forts. Donc ça veut dire qu'il pleuvra beaucoup moins souvent, on aura une saison sèche, notamment par exemple dans des villes comme Montpellier, comme Marseille, on aura une saison sèche où il pleuvra quasiment pas du tout. Donc ce sera très compliqué pour la végétation, elle devra s'adapter, et aussi pour les populations. Mais par contre, on aura des épisodes, par exemple Cévenol, là, qui seront beaucoup plus violents et donc qui sont susceptibles aussi d'engendrer des catastrophes naturelles où il faut quand même voilà, essayer de s'en prémunir. Donc on en vient peut-être voilà, à la fin de ce cours avec la notion de résilience climatique. La résilience, c'est un terme biologique à la base qui désigne la capacité d'un écosystème à récupérer un fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une perturbation. Donc pour le changement climatique, c'est la même chose, hein, c'est-à-dire c'est cette capacité d'adaptation, c'est la capacité que va avoir un projet à s'adapter au changement climatique, à offrir une réponse pertinente, sans trop de moyens, pour faire face au changement climatique, au dérèglement climatique qui nous attend. Et donc moi j'aime bien ce petit schéma là que vous prendrez le temps d'étudier, qui est de se dire que généralement on voit le projet comme une sorte de point final de la conception, une perspective de concours, une image figée qui n'évoluera pas, et que forcément, avec ces incertitudes qui sont liées au changement climatique, qui sont liées également à la transition sociodémographique, mais également aux grands enjeux sanitaires auxquels on est confronté, nous devrions plutôt penser le projet pas comme une image figée, mais plutôt comme un espace assez résilient où en fait il n'y a pas un seul projet possible, il y a plusieurs adaptations dans la vie en œuvre du bâtiment, et donc c'est penser cette épaisseur programmatique que peut avoir le projet, le fait que les usages ne soient pas complètement figés et que le projet est déjà pensé à différents scénarios et pour qu'il soit capable de se transformer dans le temps pour faire face à ces grands enjeux. Sans doute que l'être humain devra renoncer un peu à la complète prédiction de ce qui va arriver. Compte tenu des phénomènes prégnants qui sont à l'œuvre et de leur caractère holistique, global,
tous ces phénomènes finalement rentrent un peu en interaction avec des interactions très complexes, des externalités qu'on ne peut pas prévoir finalement. On doit peut-être accepter de ne pas prévoir et l'architecte doit accepter aussi de ne pas avoir tout prévu dans sa conception et donc laisser libre l'évolution future de son projet. Voilà. On arrive maintenant au bout de ce cours. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. La semaine prochaine, nous verrons donc les notions de métabolisme humain. D'ici là, reposez-vous bien. J'espère que vous porterez bien, vous et votre famille. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.